là. Je me rappelle quand j'ai reçu mon rappel à l'université, c'est donc la bourse. Oui. Après avoir pris une partie pour donner à ma mère, à ma grand-mère, mes parents, on va dire. J'ai pris une bonne partie pour vraiment aller au marché avec mon tailleur, acheter du tissu, voilà, pour changer ma garde-robe. Donc ça, c'est quand même un souvenir. Donc voilà, c'est... Alors moi, c'est Ousmane Lo, donc c'est mon vrai nom, de la marque Ndam. Je suis passionné de mode afro et cofondateur de l'événement Hiver africain. Alors Ndam, pour moi, c'est vraiment qui me relie avec mon enfance, mes origines, mon village natal, qui est Ndam Lo, le village qui est au cœur du Sénégal. Je suis né là-bas, grandi jusqu'à mon bac. C'est après que je suis parti à Dakar, une année à l'est de la Goutte. Donc Ndam, ça me rappelle mon enfance. D'accord. Une enfance très, très mouvementée, on va dire, auprès de ma grand-mère. J'ai été élevé par ma grand-mère. Il m'a vraiment apporté beaucoup de valeurs. À chaque fois, quand elle partait, je me rappelle, quand on partait dans les champs pour cueillir les mangues. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, en Ndam, il y a beaucoup de mangues. Ah oui, d'accord. Effectivement, il y a beaucoup de mangues. Donc, on partait ensemble, voilà, parce qu'elle, c'est une commerçante manguier. On récoltait, on partait, puis on allait au marché, que ce soit le marché de 50, donc vers Pout, pour vendre, ou sinon à Dakar, syndicat. Donc, durant toute mon enfance, voilà, quoi, j'étais dans cet environnement-là. Et puis, quelques années après, quand je commençais à grandir, je suis parti chez mon père. Et c'est toujours à Ndam. Et là-bas, j'ai continué mes études de primaire, puis collège, avec un rythme assez différent de celui que j'avais chez ma grand-mère. D'accord. Parce que là-bas, j'étais obligé d'allier l'enseignement coranique et les études françaises. On se réveille à 5h, puis à 7h, quand on revient, après avoir pris le déjeuner et tout, on reprend le Coran jusqu'à 17h. On part vaquer nos occupations. Si on a des travaux à faire aussi, que ce soit au champ ou dans la maison, on le fait d'abord et à jouer un petit peu. Revenir après la prière de Timis, comme on le dit. Il y avait 1 heure pour apprendre le Coran et après, c'est après que tu vas pouvoir vraiment te concentrer sur tes leçons. Et ce rythme-là, je l'ai fait au primaire, puis au collège. C'est quand j'étais au lycée que je le faisais moins parce que avec la charge du travail qu'on avait, j'avais pas forcément... Mais je continuais quand même à faire pendant les vacances également. C'était le même rythme, on allait au champ. Donc, je suis un enfant de paysan. Donc, je connais très bien les mangues. J'aurais dit être peut-être producteur agricole, quelque chose comme ça. Donc voilà, enfin, c'est un peu ça mon enfance. Mais comme je disais tout à l'heure, j'en ai appris beaucoup. Parce que quand tu n'es pas élevé par ton père ni ta mère, c'est à la fois une faiblesse et une force. Et moi, je le vois comme une force. J'ai su on va dire, j'ai su avoir cette résilience-là en étant petit. Mais quand même, il y avait ma mère, il y a ma grand-mère, on va dire ma mère à côté. D'ailleurs, même je l'appelais ma mère parce que moi, je croyais que c'était ma mère biologique. C'est en grandissant que je me suis rendu compte que c'était plutôt ma mamie. D'accord. Mais en gros, c'était ça. Je me rappelle encore de mon enfance et je pense qu'un jour, j'écrivais un livre sur mon enfance. Au lycée que je commençais à avoir cette passion-là, même si en étant un petit peu petit, j'ai toujours aimé m'habiller. Ça me faisait plaisir. Le fait juste de voir que je suis bien habillé, ça me faisait énormément plaisir, je suis content. On disait souvent que dans le petit comme on dit au Sénégal. Donc, mais voilà, c'est au lycée que je commençais, même si je m'intéressais à avoir une passion, on va dire, de la mode. Après, à l'université, et surtout quand je suis venu en France, que je commençais à m'intéresser à tout ce développement personnel, l'entrepreneuriat, les investissements financiers. Je voulais avoir une activité indépendante. En ce moment-là, ce que je trouvais, c'est la mode. Et comme quand je pensais à porter une marque qui m'est propre, je ressentais en fait cette fierté-là. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à vraiment vouloir créer la marque Ndam parce que moi, je me dis que j'ai toujours voulu avoir un style singulier, avoir aussi porté quelque chose qui soit vraiment quelque chose de très fluide et que je peux porter au quotidien. D'ailleurs, même ça, c'est quelque chose que je continue à incarner, avoir mon propre style qui m'est singulier, intemporel, mais également qui est très adapté et avec beaucoup de praticité. Ça, c'est très important parce que je pense que ça, c'est une des problématiques de la mode africaine. On crée de belles pièces, mais souvent, c'est pas adapté
à tous les moments, c'est pas adapté à toutes les occasions. Et c'est très dommage. Là, je me rappelle quand j'ai reçu mon rappel à l'université, c'est donc la bourse. Oui. Après avoir pris une partie pour donner à ma mère, à ma grand-mère, mes parents, on va dire. J'ai pris une bonne partie pour vraiment aller au marché avec mon tailleur, acheter des tissus voilà, pour changer ma garde-robe. Donc ça, c'est quand même un souvenir. Donc voilà, j'ai quand même vraiment été passionné par la mode, mais surtout, c'était par rapport à un constat, parce que moi, je voudrais m'habiller en tenue traditionnelle, on va dire, mais je voudrais que ça soit des tenues fluides qui me permettent de les porter pour n'importe quelle occasion, c'est-à-dire au quotidien, que plutôt de les porter que pour des événements, on va dire, spéciaux. Donc ça, c'est quand même, c'est vraiment le déclic qui m'a poussé à vraiment créer ma marque pour exprimer cette vision-là et satisfaire ce besoin-là. Après mes 12 ans, 14 ans, je suis retourné chez mon père. Donc, mais après, c'est deux maisons côte à côte. Je suis retourné chez mon père. J'ai fait, après le primaire, j'ai fait le collège. C'est là-bas que j'ai commencé à avoir l'amour à la géographie. Après le collège, j'ai eu mon brevet. Après le brevet, j'ai eu mon bac au lycée de Bayard. Et après le lycée, je suis parti à Dakar, à l'université. C'était à la faculté des lettres, mais mon institut, j'étais dans de la gouvernance territoriale, qui a été rattaché à la faculté des lettres. Donc, c'est là-bas où j'ai fait une année. Puis, je suis venu en France pour faire ma licence. Mais quand tu étais jeune, est-ce que le monde de la mode, c'était quelque chose qui t'attirait, toi? Non, pas forcément. À part le fait que j'aimais bien m'habiller. À chaque fois que je suis bien habillé, je suis content. C'était pas vraiment une passion que j'avais dès l'enfance. D'accord. Mais à quel moment il y a eu ce changement-là à vouloir vraiment exercer dans le monde de la mode? C'est à quel moment? Je veux dire que c'est au lycée. Au lycée, je commençais à avoir cet amour-là, même si je ne le montrais pas forcément. Et après, une fois en France, je pense que c'est une fois en France que j'ai vraiment eu ce déclic-là. Parce que je commençais d'abord à m'intéresser à tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est développement personnel. Et je voudrais créer quelque chose parce que moi, je me dis que en fait, ce que je veux dans la vie, c'est impacter ma vie, mais aussi impacter la vie des autres. Et je pense que ça, je peux le faire à travers la mode. Mais moi, c'était clair dans ma tête que ce que je voulais faire, c'est l'urbanisme et tout ce qui est système d'information géographique. Donc, en licence, à la 3e année, je me suis spécialisé en statistique et cartographie. Et donc, ce que je voulais faire, c'est vraiment un master en carte géo. Donc, j'ai fait le concours, j'ai pas réussi à avoir le master. Et j'avais pas la force pour refaire le concours l'an prochain. Donc, j'ai trouvé un autre master qui n'a rien à voir. Donc, il faudra remarquer que moi, dans ma vie, j'ai quand même fait des choses souvent qui n'ont rien à voir avec la chose que j'ai fait précédemment. Donc, j'ai fait un master en gestion de projet européen. D'accord. Peut-être que ça te dit quelque chose ou non? Gestion de projet, oui, mais gestion de projet européen... Ouais, ça c'est vraiment... En fait, c'est vraiment un master qui forme on va dire des ingénieurs de projet, des gestionnaires de projet sur tous les projets, autant pour moi, financés par l'Union européenne. C'est-à-dire les projets qui ont un lien avec la politique de l'Union européenne. Je n'ai pas voulu continuer en master. Mais pourquoi? Parce que je veux vraiment me concentrer sur l'entrepreneuriat. Je pense que j'ai trouvé ma voie. Oui. Et justement, cette marque, elle s'appelle Ndam. Effectivement. Mais pourquoi le choix de ce nom? Qu'est-ce que ça renvoie comme message pour toi? Alors, pour moi, c'est très important ça, et ça représente énormément de choses pour moi parce qu'en fait, ça me permet de créer le pont, on va dire, le lien entre là où je suis et d'où je viens. Donc, pour moi, c'est vraiment un symbole de mon origine et de tout ce que j'ai pu vivre dans mon enfance au sein de mon village natal qui est Ndam. Donc, c'est pour cela que en plus, je voudrais vraiment que le nom de ma marque ait du sens et que je ne viens pas m'installer dans le milieu de la mode en prenant des noms qui vont être très, très communs, qu'on voit tout le temps. Je voudrais vraiment me démarquer à travers ma marque. Vraiment, tout ce que je fais dans ma vie, j'essaie de tout faire pour me démarquer. Et donc, je pense que le choix du nom était très important dès le début. Donc, je voudrais absolument me démarquer dès le début
quand on parle de ma marque, on parle de Ndam. Et quand on parle de Ndam, on parle de ma marque. Et je veux porter le nom de ma marque, le nom de mon village, aussi loin que je porterai le nom de ma marque. Moi, je suis très, très enthousiaste sur ce que je fais. Quand j'ai une idée en place et que je veux la mettre en œuvre, j'y vais avec beaucoup de conviction, beaucoup de détermination. En vrai, je peux dire que je ne fais pas les choses en demi-mesure. Je pense que ça, c'est quand même un atout. Ça me permet, c'est vraiment pour moi, c'est quelque chose qui me permet d'être crédible devant les partenaires. Jusque-là, ça porte ses fruits. Et voilà, après, je ne vais pas me dire que je suis jeune parce que pour moi, c'est quand on est jeune effectivement qu'on doit marquer on va dire sa vie, marquer son époque. C'est ce que j'essaye de faire. Quel message ça renvoie, les créations que tu as faites? Alors, je pense que le message que je renvoie et que j'aimerais vraiment renvoyer, c'est permettre à tout d'avoir un style singulier, mais un style qui lui renvoie à ses origines, mais également à sa personnalité et à travers des pièces élégantes ou intemporelles. Ça, c'est vraiment, je peux dire que c'est l'ADN c'est-à-dire au-delà de la qualité du tenue, il faut que ça renvoie à un message. Et le message, c'est vraiment un marqueur identitaire basé sur l'élégance et l'intemporel. L'inspiration, c'est très important. Mais après, je pense que c'est quelque chose qu'on peut trouver dans beaucoup de choses, à travers ce qu'on voit, à travers ce qu'on vit au quotidien, ce qu'on entend, mais à travers aussi des recherches. Mais bon, moi, je dirais plutôt, parce que moi, généralement, quand je prépare une collection ou un projet, j'ai un moment idéal pour réfléchir et souvent c'est la nuit. D'accord. Et donc je vais me souvenir de tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai pu noter. Et après je l'exprime à l'écrit. J'écris d'abord et après si l'idée est bien en place et que tout est bien ficelé, à la création, à pouvoir le matérialiser dans des croquis ou peut-être sur un mood board. D'accord. Mais est-ce que tu as aussi des artistes qui sont connus ou bien des gens dans le passé qui t'ont beaucoup inspiré dans ce que tu fais? C'est plutôt des créateurs. Ils sont encore là. Donc moi, j'aime bien Algay Dakar. C'est une marque que je suis beaucoup et que j'aime bien. C'est une marque que je suis beaucoup et que j'aime bien. J'aime bien aussi la marque Sofato. Sinon aussi, je regarde... comme on dit souvent, Pinterest, c'est vraiment notre univers pour trouver de l'inspiration. Mais à chaque fois, au-delà de tout ce que je vois, au-delà de toutes ces personnes qui m'inspirent, je pense qu'en fait, je peux dire que j'ai un style assez particulier qui m'est propre et voilà, que j'incarne fièrement. D'accord. Quand j'avais décidé de créer ma marque, il faut savoir que la marque, je l'ai créée bien avant que le nom existe. D'accord. Parce que j'ai mis beaucoup de temps à trouver le nom. Donc quand je rédigeais mon business plan, je ne pouvais pas mettre de nom parce que tous les noms qui me venaient à l'esprit, à chaque fois, il y avait qui me disaient que non, ça va pas bien. Et après, je me suis dit, pourquoi pas vraiment chercher ce nom alors que c'est tout près. C'est en ce moment-là que je me suis dit, tiens, la marque, je vais le nommer Ndam. Et quand j'ai eu cette idée-là, en fait, après, tout devenait clair dans ma tête. Je commençais à incarner la marque fièrement, déjà sur papier. Et voilà, après, quand je créais la marque, je n'avais pas de fonds. Donc, j'étais encore étudiant. Donc, je n'avais pas de fonds. J'ai démarré avec des personnes qui me font confiance. J'ai pris des commandes. Et j'ai sorti une collection, 2 collections jusqu'à maintenant. Et là, c'est parti, quoi. Bon, pas comme je le veux, on va dire. Parce que voilà, faut savoir aussi que dans le milieu de la mode, il faut avoir beaucoup de moyens. Et comme pour l'instant, je m'autofinance. Voilà. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est une marque qui plaît. C'est une marque qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu te rappelles de ta première création? Qu'est-ce que tu t'es dit une fois que tu as fait ta première collection? C'était quoi? Ça t'a fait quoi? Alors, j'avoue que ma première collection, j'ai pas forcément respecté les codes de la création d'une collection parce que pour faire une collection, il faut l'idée, l'inspiration. Effectivement, j'avais l'idée. Mais j'avais pas forcément une idée assez précise de quelle pièce je voudrais faire. Donc ça, je l'ai fait vraiment avec le couturier. Et comme je disais tout à l'heure, il faut d'abord l'idée et après l'idée, faire un mood board. Après le mood board, faire les croquis. Après les croquis,
normalement. Mais bah, ça, on ne respecte pas forcément au Sénégal le prototypage. Après le prototypage, on fait des pièces pour faire le shooting et puis la production proprement dite. Mais ça, c'est des étapes quand même qu'on ne respecte pas souvent au Sénégal, mais j'essaie tant bien que mal de les respecter. C'est assez cool. Ça demande des... Et les collaborations, ça se passe comment? Alors, j'ai fait beaucoup de collaborations. D'ailleurs, même là, actuellement, avec la collection que je prépare, je suis en collaboration avec Racid Designer, qui est un très grand designer au Sénégal. Je pense beaucoup de gens le connaîtront. C'est quelqu'un de très talentueux. Donc, on travaille en collaboration sur cette collection-là. Et bah, comme on disait tout à l'heure, moi, je suis venu avec l'idée comme quoi il faut que je fasse bien des choses. Quel que soit le prix, mais il faut que je fasse bien les choses. Donc c'est pour cela que quand je sors une collection, j'essaie de respecter toutes les étapes nécessaires pour pouvoir faire une collection. Ça peut prendre du temps, mais ça dépend aussi des idées que tu as à disposition. Je pense qu'une fois que tu as vraiment une idée assez claire du thème que tu veux développer sur la collection, ça peut partir très vite, même si souvent il peut y avoir des blocages en fonction de ce que tu veux montrer et ce que tu ne veux pas montrer. Donc il y a ça, et aussi je pense que le plus difficile, c'est d'essayer d'être original sur ce que tu fais. Parce qu'en fait, il faut savoir que le milieu de la mode, c'est très concurrentiel, et c'est très innovant et ça bouge beaucoup. Donc c'est très difficile de sortir des pièces qui ne va pas être du déjà-vu. Donc je pense que c'est ce qui est un peu difficile justement dans le fait de sortir une collection. C'est pourquoi la plupart des marques ne sortent pas beaucoup. Ou bien voilà quoi, c'est souvent du remaking. Je suis déjà en collaboration avec Racid, certaines de mes collections, la collection actuelle là, qui est en cours. Je suis aussi en contact avec beaucoup de stylistes, de designers au Sénégal, avec qui on prévoit de faire des collections. C'est encore en cours de réflexion. Mais oui, en fait, moi, je veux toujours garder ce lien-là avec le Sénégal. Donc, c'est là que, malgré, je ne suis pas là-bas, je ne suis pas basé là-bas, mais j'essaie d'être vraiment en contact avec ceux qui sont dans le milieu de la mode. Et on s'entend bien. Pour toi, c'est quoi réellement le problème pour vraiment pouvoir mettre au devant de la scène des artistes pour leur donner beaucoup plus d'importance? En fait, quand tu vas dans des boutiques de mode, généralement, tu verras que les tailles sont vraiment standardisées. Donc, tu vas avoir des tailles françaises, américaines, chinoises. Mais tu ne verras jamais des tailles, on va dire, africaines. Parce qu'on ne travaille pas sur les mêmes bases. Et nous, sur les bases qu'on travaille, c'est très aléatoire. Chacun a sa façon de tailler. Et du coup, ça peine à décoller. Franchement, ça, c'est quelque chose qui fait que ça peine à décoller. Mais également, le manque de financement. Mais le problème est qu'on n'arrive pas à concurrencer l'industrie de la mode européenne. Parce qu'en fait, notre industrie, elle est quasi inexistante. Je pense qu'il faudra qu'il y ait de la formation, de l'accompagnement, mais également du financement. C'est ce qui permettra à notre industrie de vraiment décoller et de pouvoir concurrencer l'industrie de la... Et pourquoi pour toi, aujourd'hui, les Africains qui travaillent dans le monde de la mode, pourquoi on n'arrive pas à trouver une place sur la scène internationale? Je pense que c'est plutôt la vision qu'on a souvent de la mode africaine, parce que c'est un petit peu segmenté par le simple fait que c'est bien pour le folklore. La plupart des tenues africaines qu'on va voir très folkloriques. Donc voilà. Alors que ça devait plutôt être un marqueur culturel, mais également une vraie industrie. D'accord. Et il faut également qu'il y ait une vraie symbiose entre la mode et l'industrie musicale, parce que ailleurs, c'est les artistes qui font porter l'industrie de la mode. En tout cas, c'est les artistes qui font vraiment rayonner les créateurs les plus talentueux. Alors qu'au Sénégal, souvent, tu vois des artistes qui vont plutôt porter, même si la dynamique est en train de changer, mais quand même, c'est pas assez. D'accord. Il faut le dire. Tu vois des artistes porter du Balenciaga, du Gucci, du Louis Vuitton. Alors peut-être même ces artistes-là ne sont pas en collaboration avec ces marques-là. Ouais, c'est-à-dire que ça, c'est de la publicité gratuite, même si rien à voir avec le fait peut-être d'avoir un penchant pour cette marque-là. Ça, c'est quelque chose qui est très singulière. Alors, Hiver africain, vraiment, l'objectif, c'est vraiment de montrer que la mode africaine peut trouver sa place même en hiver. Parce que souvent, qu'on le dise, à la veille de la saison hivernale, ce qu'on fait, c'est on met dans les placards
tout ce qui est nos boubous, voilà, nos pagnes, et on en fait des manteaux. Alors qu'avec avec les matières qu'on a, on pourrait bien sûr créer des tenues, des manteaux, que ce soit des manteaux, des bombards, des gilets. Avec de la matière africaine, même si on pourra les patcher avec d'autres matières qui vont tenir bien au chaud, d'avoir la laine ou le velours par exemple. Et ça va nous permettre d'avoir vraiment quelque chose qui nous identifie et quelque chose qui est très original. Donc nous, c'était parti de ce constat-là, qu'en hiver, la mode africaine, elle n'existe pas. Alors que la mode africaine devait exister même au-delà de l'hiver. Après, l'hiver africain, comme je le dis, j'ai l'habitude de le dire, c'est une rencontre. Il faut savoir que je n'avais pas l'idée de base. L'idée de base, c'est Didia Adi qui l'avait. On s'est rencontrés à travers la première édition où elle lançait la collection Hiver africain. Et après cet événement-là, on a continué à discuter, à échanger et qu'on voyait qu'on avait beaucoup de points communs, beaucoup de visions par rapport à la mode africaine et cette idée de la faire rayonner, et surtout au niveau de la diaspora. Donc c'est en ce moment-là qu'est née l'idée de vraiment faire de l'hiver africain un grand événement de mode. Et l'événement, c'est quand? L'événement est prévu le 22 novembre 2025 à la Centre Saint-Bruno de Paris, dans le 18e arrondissement. Là, on est en plein préparatif. Il y a une page Instagram de l'événement où on véhicule tout ce qui est information. La billetterie est maintenant où on a des partenaires. Il y a Samad Consulting, il y a l'EMFI, on a Rice comme partenaire institutionnel, on a l'association Ibuchu, on a également la télévision Africa TV. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est prévu pour cet événement? Est-ce que tu nous prépares des surprises? Alors oui, il y aura beaucoup de surprises. Il faut savoir qu'il y aura un défilé. Il y aura un défilé avec des créateurs. La marque Ndam sera de la place. La marque Didia Wax de mon associé Adi Diallo sera aussi également de la place. Et il y a deux autres marques qui seront avec nous, à savoir la marque Mogavi, mais également une autre marque qui nous viendra de l'Italie avec un Sénégalais très, très ambitieux, El Maestro. D'accord. Et il y aura également une autre marque qui viendra de la Belgique. Donc, on est vraiment parti sur une idée d'ouverture. Parce qu'il faut savoir que, voilà, Hiver africain, c'est avant tout un événement qui vient vraiment replacer la mode africaine. La place qu'elle mérite et la place qu'elle doit avoir dans cette industrie-là. Alors, là, je pense que le projet phare, c'est vraiment Hiver africain. Donc, Hiver africain avec éventuellement la collection d'hiver que je vais sortir qui me tient vraiment à cœur. Donc, c'est ça. Je suis vraiment focus sur ce projet-là. Mais effectivement, j'ai d'autres projets, peut-être que je vais taire. D'accord, ok. Mais en tout cas, les perspectives de la marque Ndam, c'est de prendre un nouveau élan, mais également d'avoir vraiment un rayonnement à l'international. C'est ce qu'on vise. Et également, à travers Hiver africain, on veut que ça soit un événement, d'ici quelques années, que ça soit un événement vraiment international qui pourrait peut-être avoir lieu à New York ou à Londres, là, pourquoi pas, que sais-je. Mais qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui voudraient vraiment prendre plus ou moins la même voie que toi? Moi, je leur dirais plutôt d'avoir le courage de leurs idées. Ça, c'est très important parce que je pense que ça, c'est une capacité à développer, c'est-à-dire la vitesse de passer d'une idée à sa réalisation. C'est très important, c'est une capacité vraiment fondamentale. Mais également, il faudra être passionné. Je pense que c'est quasi impossible de réussir dans la vie. En tout cas, moi, j'y crois pas. Et il faut avoir beaucoup de résilience et beaucoup de détermination, surtout quand tu te plonges dans un milieu comme la mode. Il faut avoir beaucoup de passion. Pour moi, la passion, c'est vraiment le carburant nécessaire pour pouvoir naviguer dans cet environnement-là. Je pense que mon dernier mot, ça serait un appel. J'appelle tout le monde à vraiment venir nous soutenir le 22 novembre 2025 à Paris. C'est un événement qui me tient vraiment à cœur. J'aimerais bien que les gens que j'aime, que j'apprécie, les gens que je côtoie tous les jours ou bien que j'ai eu à connaître à travers la mode, à travers ma marque, puissent venir me soutenir, mais vraiment soutenir le projet Hiver africain parce qu'avant tout, c'est un projet qui vise à rayonner la mode africaine, à faire rayonner la culture africaine, mais également à propulser des talents. Merci beaucoup, Ndam.
Merci à toi également. Merci beaucoup, Ousmane. Merci. C'est un plaisir de t'accueillir ici. Donc, je t'ai donné 2 prénoms, comme tu le souhaitais. Hein. Donc, je te fais des cadeaux gratuits comme ça. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir ici. Et c'est toujours un plaisir, surtout, d'accueillir des jeunes comme toi, très motivés, qui sont très ambitieux, voilà, qui sont en train de mettre en place beaucoup d'initiatives pour pouvoir aller de l'avant, qui sont très résilients. Parce que j'imagine que c'est pas très simple, surtout qu'au Sénégal, quand tu dis aux gens que je suis dans le monde de la mode, ils vont te dire, yo, looy def nii. Effectivement. Je pense qu'ils vont te dire, le mec, ça y est, qui m'aime légui tubaab là. Effectivement. Donc, je pense que c'est à encourager des gens comme toi à se montrer un peu plus, en tout cas dans les médias, pour parler de leur parcours, pour influencer un peu les jeunes, pour leur dire que voilà,